Bienvenue sur le podcast de l'Onironaute. Aujourd'hui, on reçoit Ludivine Bluch, comédienne au sein de la compagnie Machine Théâtre à Montpellier. Elle nous cause de son parcours, de son rapport à la mémoire, de son rapport au texte, aux auteurs et d'instants magiques qu'elle a pu vivre sur scène. On va aussi bien sûr parler d'hypnose, d'univers fictionnel, de rêves lucides et même un petit peu de MDR. Salut Ludivine, comment ça va ? Salut, ça va. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de comédienne, ta formation Alors, mon parcours, pour la faire courte, j'ai fait une année d'initiation au conservatoire de Montpellier et puis 3 ans d'école professionnelle dans ce même conservatoire de Montpellier, conservatoire national de région qui s'appelle aujourd'hui l'ENSAD, École nationale supérieure d'art dramatique. Et c'était maintenant il y a 20 ans. Je pense qu'on est rentré dans cette école. J'en suis sortie en 2002 et j'ai cofondé une compagnie qui s'appelle Machine Théâtre, qui est toujours à Montpellier. Et on a fait une vingtaine de pièces de théâtre ensemble. Avec notamment, je crois, des productions assez importantes avec le Théâtre National des 13 Vents et... La compagnie, elle s'articule autour de 2 types de projets, des gros projets où on est pas mal d'acteurs au plateau. Oui, au départ, on était 11 dans cette compagnie. Et puis, maintenant, on est 7 acteurs permanents, au sens vraiment investis dans la compagnie, mais on peut faire des spectacles à 15 personnes au plateau, 11 personnes au plateau, avec des moyens pour faire des beaux décors. Et puis, et on fait aussi des plus petites formes qui peuvent tourner plus facilement avec un nombre d'acteurs réduit, un budget réduit, tout ça. On pourrait juste quand même un petit peu rappeler que tu en as fait ton métier, donc tu en vis de ce métier et c'est pas rien parce que c'est quand même, on a un petit peu une image du métier de comédien qui est... je pense qu'il y a des décalages avec la réalité du métier quand il faut aller vraiment répéter, éplucher des textes, les apprendre par cœur et puis aussi les relations humaines qu'il peut y avoir à gérer dans tout ça. En effet, oui, je pense que c'est pas un métier facile, et oui, j'ai la chance d'en vivre. En ce qui me concerne, je pense que c'est grâce au fait que j'ai fait une école professionnelle parce que j'aurais peut-être pas osé me lancer dans ce métier sans formation, même si je pense qu'on peut complètement être autodidacte et devenir grand acteur professionnel sans avoir fait d'école. Mais voilà, moi en effet, j'ai la chance pour l'instant en tout cas, d'avoir pu vivre de ce métier-là. Est-ce qu'il y a des rôles qui t'ont marqué, pour pas dire un petit peu changé Oui, c'est sans doute, sans aucun doute. Lesquels? Là, les premiers qui me viennent à l'esprit, c'est les rôles que j'ai coécrits, que j'ai écrits, parce que j'ai fait aussi de l'écriture au plateau. Alors là, c'était pas avec Machine Théâtre, la compagnie de Montpellier, mais donc c'est des rôles qu'on écrit en improvisation, c'est-à-dire que le personnage, tu l'inventes et c'est toi qui inventes ce qu'il dit, qui écrit, mais pas forcément avec un stylo. Tu l'écris en improvisation et après l'écriture se fait au fur et à mesure de l'improvisation. Et ces rôles-là, qui sont complètement le fruit de mon imaginaire, et sans l'aide d'un auteur, forcément, ils vont puiser au plus profond de moi-même et de mon rapport à l'histoire qu'on est en train d'élaborer ensemble avec les autres acteurs et les metteurs en scène. Est-ce que c'est pas une expérience justement où on a comme un rapprochement entre l'auteur et l'interprète, puisque là la comédienne part d'un matériel d'improvisation tiré de son expérience personnelle? Oui, c'est ça, c'est qu'on devient auteur de son propre rôle, mais sans être auteur au sens... c'est pas le même phénomène que le phénomène de l'écriture où on est avec un stylo et un papier, puisque c'est l'état d'improvisation qui est quand même un état physique différent de celui qu'on peut avoir quand on est assis à une table avec une feuille et un papier. Tu sais, assis à une table, on peut se mettre dans des drôles d'états aussi. Hein.
Mais c'est ce que je veux dire. Ouais, Mais c'est pas le même. d'accord. Je pense que c'est pas le même rapport. Ouais, les choses arrivent Euh, pas de la même manière, ouais. Ouais, ouais. c'est pas la même chose de parler et d'écrire, quoi, En tout cas, il y a des choses qui je pense. arrivent quand on regarde un petit peu à l'intérieur, quoi. Ah mais complètement. Ludivine, qu'est-ce qui t'a été le plus utile selon toi dans ton métier de comédienne? Alors ça, c'est une question. Non, moi, ce qui m'a été le plus utile, c'est mon corps, j'ai envie de dire. Mon corps, ma voix, mon imaginaire. Après, si tu parles plus d'un principe ou d'une pensée, C'est marrant de dire ce qui m'a été le plus utile, c'est ma voix, mon corps. C'est comme si c'était un marionnettiste qui parlait, qui pouvait dire. bah, le travail de comédien, ça a à voir avec le marionnettiste, oui. Ah ouais. Ça a à voir avec une prise de conscience de soi, conscience et confiance aussi. Mhm. Oui, conscience de son corps, de comment on se, voilà, comment on pense, comment on fonctionne, comment on bouge. Alors, si tu veux bien, on va parler un petit peu de mémoire parce que c'est une dimension qui me semble très très riche dans l'approche du métier de comédien, d'acteur, actrice. Comment on fait pour apprendre autant de textes, quoi? C'est Alors pour moi, il y a ces deux choses qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont complémentaires. D'un côté, pour moi, apprendre, c'est mettre du sens, et donc, enfin, comment dire, de mettre du sens, c'est ça t'aide à. c'est mettre du sens sur D'accord. c'est le sens que tu mets sur les mots, c'est-à-dire si l'auteur a écrit venir et non pas aller, Ouais. c'est parce que c'est pas la même, ça a pas le même sens. Par exemple, D'accord. je vais venir chez toi ou je vais aller chez toi ou je vais, euh, comment dire. Donc c'est la précision du sens, c'est aussi la musique, Ouais. enfin la musique des mots. Et puis après c'est aussi répéter, répéter, euh, ouais, répéter, faire confiance à son corps et à la mémoire, comment dire, à l'inconscient, quoi. Je me souviens qu'en Inde, Ouais. j'ai fait un stage de danse indienne en Inde. Mhm. Et qui était assez compliqué parce que par rapport à la danse occidentale où on travaille sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la danse Mohiniyattam que j'apprenais en Inde, ça peut être des mouvements en 5 temps sur une musique en 7 temps, qui passe ensuite en 3 temps, puis en 9 temps. Mhm. Et c'est assez compliqué à saisir, à comprendre. Et je me souviens d'un moment où j'étais vraiment complètement perdue. Je comprenais plus rien à ce que je faisais ou à ce que j'avais à Mhm. faire. Et je me souviens que c'est le moment où j'ai juste, parce qu'on avait une danseuse qui nous montrait tous les mouvements, et qui était face à nous, qui nous montrait, qui nous remontrait, qui nous Mhm. remontrait. Et je me suis rendu compte d'un matin où j'avais appris le mouvement sans m'en rendre compte, à force de le Ah. faire, et que c'est pas en réfléchissant le mouvement, en essayant de me souvenir, je sais pas comment dire, mon corps avait Ah oui, oui, retenu. complètement. Comme pour la gamme, c'est la gamme mineure, la gamme de musique indienne, c'est pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est sa, ri, ga, ma, pa, da, ni, sa. Ouais. Et celle-là, j'ai eu énormément de temps à l'enregistrer. Je comprenais pas, j'arrivais jamais. Je chantais, c'était Ah oui, toujours là, c'est une faux. affaire de perception auditive. Et puis après, à force de l'écouter, en fait, un jour, je me suis rendu compte que je la savais. D'accord. Donc, t'as réussi, excuse-moi, t'as réussi aussi à travers ce stage en Inde, t'as réussi à apprendre une autre gamme que la gamme qu'on connaît. Mais je pense que c'est le fonctionnement. Enfin, tout le monde en est capable, mais c'est qu'on connaît pas tous les ressorts, voilà, de notre cerveau. Ouais. Apprendre par cœur, c'est ça. Par cœur, c'est à la fois ça, on y met du cœur parce que ça peut avoir du sens. En même temps, c'est aussi répéter, répéter sans trop vouloir y Ouais. réfléchir, qu'en fait le corps se souvient. Ouais, ouais. Enfin, et c'est pareil pour les émotions. Il y a des spectacles, voilà. À tel moment, j'ai toujours pleuré au même moment dans le spectacle, ou bien il y avait un spectacle qui commençait toujours par des fous rires entre Ouais. nous.
c'était une situation qu'on jouait et qui faisait qu'à chaque fois qu'on rentrait vraiment dans cette situation, Mhm. on était vraiment en fou rire. Et dans cette même pièce d'ailleurs, 1 heure plus tard, mon personnage se mettait à pleurer toujours au même moment. Et à chaque fois j'avais peur, je me disais mais est-ce que je vais pleurer aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que je pleure? Est-ce qu'il Mhm. faut que... Et ça arrivait quand même toujours au Ah, mais même ça moment. me fait penser, moi, à la méthode des ancrages en hypnose, parce que quand tu as des rendez-vous comme ça qui se déclenchent automatiquement, qui te mettent instantanément dans une émotion particulière, que ce soit un fou rire ou un pleur, ça me fait vraiment penser à l'hypnose. Et ça, oui, c'est les ressources du corps et du corps et du cerveau. Parce que forcément, moi je dis corps, mais je fais pas de distinction. Moi, ce que je constate aussi, c'est que quand tu évoques la capacité que tu as eue à apprendre des notes d'une musique orientale ou des pas de danse, ça vient aussi d'une pratique de la mémoire. C'est-à-dire que concrètement, tu es habitué à apprendre du texte. Il y a toujours dans ton quotidien des périodes où tu apprends du texte et où tu travailles ta mémoire. Peut-être, oui. Après, j'ai une chance, c'est que j'ai quand même une mémoire, comment ça s'appelle, la mémoire comme ça, là, qui apprend, elle est très efficace. Après, j'ai une mémoire très défaillante en ce qui concerne plein d'autres choses, Ouais. la mémoire involontaire. Mais ma mémoire volontaire, quand je veux apprendre quelque chose, euh, je sais maintenant d'expérience qu'elle est... j'ai la chance d'avoir une mémoire assez T'as pas efficace. une mémoire de surdoué quand même. Tu vois pas des couleurs quand on te dit des chiffres ou des trucs comme ça. Non, 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 non. Et puis mon compagnon, lui, il a vraiment une mémoire extraordinaire. Mais en ce qui concerne tout ce qu'il lit, il lit Ouais. énormément et il peut, voilà. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, j'ai une mémoire, par contre, efficace, voilà, pour apprendre par cœur un Ouais. texte. Tu peux me donner un texte et voilà, et peu de temps après, je l'ai Ouais, il y a mémorisé. autant de mémoires que de personnalités différentes. Moi, je sais qu'il y a un support que j'aime beaucoup utiliser pour travailler la mémoire, c'est le cinéma. Notamment les noms des Mhm. réalisateurs, des comédiens, des comédiennes, des années de sortie des films. J'adore retenir les titres des films, j'adore retenir plein de détails sur l'histoire des films. Et il y en a d'autres, c'est le foot, il y en a, c'est autre chose. Oui, moi, je suis pas comme ça. Ouais, ouais. J'ai pas de... Enfin, ou alors si j'adore apprendre des textes par cœur. T'as pu constater que ta mémoire, elle était un petit peu différente des autres aussi. Oui, j'ai constaté avec mes camarades que oui, j'apprenais plus vite que... Par contre, Ah j'oublie ouais. plus vite. Ah, Oui, par contre, j'oublie plus vite aussi. Je pense que ma mémoire, elle fait beaucoup de ah, ménage, c'est intéressant ça. fait beaucoup de place. Donc, je peux apprendre très facilement, mais si j'en ai pas l'utilité, j'ai une mémoire très utilitaire, Ouais. quoi. Si j'ai pas l'utilité, j'oublie. Tu sais que c'est la fonction oubli, c'est la fonction la plus utilisée par notre cerveau. C'est ce qui dépense le plus d'énergie, le fait d'oublier. Oui, j'y avais jamais pensé, mais ça me semble logique, puisque regarde tout ce qu'on vit, heureusement qu'on se souvient pas de tout ce qu'on vit. J'avais rencontré une fille, elle se souvenait de tous les repas qu'elle avait fait. Et je trouvais ça extrêmement drôle. Donc, elle disait, ah oui, on avait mangé ça. Et elle se souvient de tous les repas. Elle se souvenait de tous les repas qu'elle avait fait. C'est ce qu'elle soutenait en tout cas. Ah ouais, mais Et genre donc, ce qu'elle avait mangé et des ce détails qu'elle comme avait ça. mangé. Oui, oui, on s'était vu. Ah oui, je me souviens, c'était au mois d'août. On s'était vu avec tes parents et ta mère nous avait fait des boulettes de viande. Ouais. Et j'avais essayé de la mettre au défi. Bon, je la connaissais pas très bien. C'était une copine de copine. J'avais dit. Et la fois où on s'était rencontrés, on avait mangé quoi? Et elle me l'a tout de suite dit. Et ça m'avait soufflé. Ah donc, Après, quand tu as j'imagine. revu cette personne, toi-même, tu t'es souvenu que cette personne avait une mémoire Ouais. particulière de ça. Après, cette personne, je la vois plus. Et puis, c'était une amie d'amis que j'ai rencontrée 2-3 fois. Mm. Mais ça m'a marqué cette histoire. Je suppose qu'elle se souvient pas de tous les repas quotidiens, on va dire qu'elle a fait. Enfin, j'espère pour elle. Ouais. Mais c'est marrant parce que Euh, ça me fait penser à
un truc que j'ai pu constater, c'est la dimension collective de la mémoire. C'est qu'il y a des gens avec lesquels on va avoir une mémoire différente. C'est-à-dire en voyant certaines personnes, on va repenser à plein de trucs auxquels on n'aurait pas pensé avec une autre personne. Oui, en effet. Et à l'inverse, moi j'ai l'impression que avec mon compagnon qui lui a une mémoire extrêmement développée, je me demande s'il n'est pas hypermnésique. Ouais. Il me semble que j'oublie, enfin, ouais, que ma mémoire défaille depuis que je le connais. Ah ouais. Que c'est comme si, ouais, j'ai l'impression c'est inconscient et c'est absolument pas volontaire parce que j'en pâtis, c'est un peu triste, mais que j'oublie beaucoup plus de choses qu'avant. Moi récemment, j'ai fait un anniversaire où j'ai revu des vieux amis du lycée que j'avais pas vus depuis 20 ans. Et on a passé l'après-midi à se raconter des anecdotes et personne n'avait les mêmes anecdotes. C'est-à-dire quand quelqu'un racontait un truc et tu te souviens, ce jour-là Ouais. on a fait ci, on a fait ça, tous les autres constataient que c'était vrai et du coup ils s'en souvenaient, mais ils ne s'en souvenaient pas avant que ça soit évoqué. Oui, c'est sûr, oui, oui. Oui, mais c'est ça qui est génial dans ce genre de retrouvailles. Mm, Oui, bah, comme la fille qui va te dire exactement ce que vous aviez mangé tel jour ouais, à la ouais, ouais. cantine et personne s'en serait souvenu. Oui, en effet. Mm. On n'a pas les mêmes perceptions. De toute façon, on perçoit pas la même chose que l'autre, même si on vit exactement le même moment. Enfin, on vit le moment ensemble. On n'a pas la même perception déjà au présent, et donc on n'a pas la même mémoire à la suite. Ludivine, j'aimerais bien qu'on parle de la fiction. Tu sais que moi j'écris de l'hypnose fictionnelle et donc je m'aventure sur des domaines d'écriture que j'avais jamais expérimenté avant, puisque avant j'ai écrit pour la musique ou pour le web ou pour des choses comme ça ou pour des livres jeunesse. Et là, il y a cette dimension fictionnelle qui me fait penser quand j'écris à plein de choses, à plein d'expériences de spectateurs de cinéma, de lecteurs de romans, de lecteurs de BD. Et il y a le fil rouge entre tout ça, c'est la fiction. Et comme tu es quelqu'un qui travaille dans la fiction, presque de manière quotidienne, j'aimerais avoir ton avis sur cet autre monde qui est le monde des histoires. Bah, je pense que les fictions manquent à la réalité. Et en tout cas, moi, j'en ai manqué, je pense, quand j'étais enfant, Ah ouais. quand j'étais plus jeune, et que c'est pour ça que je me suis tournée vers ce métier-là. J'avais besoin de fiction, j'avais besoin de rêve, j'avais besoin de... oui, j'ai eu l'impression que j'allais devenir folle si je faisais pas ça. D'accord. Si je faisais un métier rationnel. La fiction comme un besoin vital, quoi. Ah oui, mais je me le formulais pas comme ça. Parce que justement, la fiction, voilà, je pense que c'était un peu... C'était en dehors de ma vie, donc j'avais un esprit très rationnel, Ouais. étriqué, je pense. D'accord, ça te sortait Et de toi-même, de tes difficultés, ça te... je sais pas si je le formulerais comme ça. D'accord. Mais en tout cas, je pense que oui, que l'être humain a besoin de fiction pour vivre la réalité. C'est même pas seulement pour la comprendre, ou alors c'est pour la comprendre au sens large du terme, pas forcément seulement rationnel, c'est-à-dire saisir, contrôler, Mhm. mais pour vivre la réalité. Enfin, oui, l'être humain a besoin de fiction. Est-ce que dans ton métier, il t'est arrivé parfois, pour parler simplement, d'en avoir un peu marre de la fiction? Marre de la fiction, je sais pas si c'est vraiment de la fiction dont j'ai pu en avoir marre, non, je pense pas, non, je pense pas parce que la fiction elle est infinie, non, je crois pas que j'ai Ok. pu en avoir marre de la fiction. Après, il y a des rôles qui sont plus, heu,
plus difficiles, mais je pense que c'est plus la manière de les aborder que le rôle en lui-même. Ouais, bah, tant mieux, parce que Euh, c'est comme si je demandais à un boulanger s'il en avait marre des fois de faire du pain. Heureusement, encore heureux que t'en as pas marre. Après, marre de son autofiction, c'est-à-dire la conscience du propre récit qu'on a en soi-même, de soi-même, ça, c'est autre chose. Et oui, je pense que voilà, de vouloir sortir de l'image qu'on a de soi et de sa vie, oui, c'est sûr que j'ai pu en avoir marre. Ah ouais, Mais je serais incapable de redire la phrase que tu viens de dire. Marre moi d'être aussi, soi-même dans son entre-soi. Non, je sais plus ce que t'as dit. marre de son autofiction. Moi non plus, je serais Ouais, incapable de c'était la. assez Moi aussi, je amusant. serais incapable Comme, de la comme tournure. de la répéter. Mais des récits qu'on fait sur soi-même, qu'on Ouais. a, voilà, de la vision qu'on a de soi, qui est aussi une fiction en fait. Où est la réalité, puisqu'on ne se perçoit pas comme les autres nous perçoivent. Donc qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Ouais, qu'est-ce qui est réel? Ok. As-tu Mhm. vécu des moments particulièrement marquants, Ludivine, dans ton expérience de comédienne? Bah, je me souviens que sur une pièce, le moment où je disais un moment où je devais dire j'ai le cœur qui éclate. Ouais. Le rôle d'une fille qui est handicapée et qui se considère diminuée et qui à cause de ça refuse l'amour d'un homme qui la courtise. D'accord. Au moment où on lui apprend le suicide de cet homme, Ouais. voilà, elle disait j'ai le cœur qui éclate et un orage et un coup de tonnerre. Et, voilà, c'est passé au moment où j'ai dit cette phrase. Et ça, je m'en souviendrai toujours. C'était très fort. Et c'était quelle pièce, ça, du coup? De quel auteur? C'est une pièce qui s'appelait Les Enfants du Soleil, D'accord. mm, de Gorky. Oui, je me souviens que t'étais là, au conservatoire, Ouais. sur Chopalovitch. Je crois que c'était la toute première fois qu'on jouait Chopalovitch, qui est une histoire justement d'un lien entre la fiction et la réalité. C'est l'histoire d'une troupe d'acteurs qui se fait arrêter pendant la guerre Ouais. et qui se retrouve dans le bureau d'un général nazi Ouais. à cause d'une épée en bois. Ouais. Donc toute cette histoire part d'un d'un accessoire de théâtre qui est pris pour une arme Ouais. réelle par un agent du pouvoir, et donc par une épée en bois. C'était mon personnage, donc moi qui devais avoir dans la main cette fameuse épée en bois d'où partait toute l'histoire. Et au moment où le flic devait voir l'épée en bois, j'avais pas l'épée en bois dans la main. Et Ah là, ouais. c'est quand même j'étais dans un trou, quoi, dans un gouffre. J'étais incapable d'agir, incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est un de nos camarades, Mathieu, qui a modestement reposé sa valise et qui est allé en coulisses chercher l'épée en Tout en bois. restant dans le personnage. Je sais plus, non, je crois que là, tout s'est arrêté, comme si Ah on ouais. rallumait les lumières. Attendez, excusez-nous. Bon, il a pas dit excusez-nous, mais mais comme quand un acteur a un trou de mémoire et qu'il y a un temps incroyablement long T'en as connu, toi, pour. des trous de mémoire? Non, je crois pas que j'en ai jamais eu. Mais là, c'était pire qu'un trou de mémoire parce que non seulement un trou de mémoire, on peut toujours se dire bon, le texte va revenir. Enfin, on peut rester justement dans la fiction. Or là, le fait Ouais. que j'ai oublié l'accessoire, Ouais. en plus l'accessoire fondamental de la pièce, Duquel dépendaient tous les autres acteurs et actrices tout autour. et puis toute Ouais, l'histoire, toute l'histoire. j'ai vraiment cassé la représentation. J'ai cassé toute la magie de la représentation, tout le code du théâtre qui est Mais croyons ensemble à rassure-nous quand cette même, histoire, messieurs, dames. ça a bien fini après, ça a repris, ça a été Ben l'affaire après, de quelques ben secondes. après ça a été l'affaire de quelques secondes. Mathieu a glissé l'épée en bois dans ma main et puis on a fait comme si on a repris comme avant. Mais j'ai compris quelque chose aussi quand même, c'est que pour le coup, j'étais pas entrée dans la fiction. J'étais à côté de la plaque quand même. Ça m'est plus jamais arrivé. Euh, J'étais à côté de la plaque de l'histoire puisque voilà, c'était pas juste un accessoire. Ouais.
Si, ça m'est arrivé une autre fois aussi où je suis montée sur scène avec un châle, parce qu'on jouait l'hiver et moi je rentrais par l'extérieur du théâtre et donc il fallait que j'attende dehors en plein hiver et donc j'avais quelque chose pour Ah me ouais. réchauffer dehors en attendant mon entrée en scène. Et un jour, j'ai oublié d'enlever mon châle, c'était assez ridicule. Après, sur la fiction, j'ai l'impression que je suis très sensible au style de l'auteur, autant qu'à la fiction en tant que telle, c'est-à-dire aux images ou à l'histoire. Ouais. Parce que quand on dit fiction, on pense souvent histoire, Ouais. les événements, les faits, mais la fiction, c'est aussi comment on raconte ces faits. Mais c'est une façon de penser complètement. Donc, quand tu interprètes un rôle, tu intègres une façon de penser, un mindset, on pourrait dire, pour faire vivre un personnage. Mmh. Oui, c'est ça, tu rentres dans le rôle, mais tu rentres aussi dans tout l'univers de Mhm. l'auteur, tout son univers, sa philosophie, sa spiritualité, et son style, sa patte, C'est ça qui doit être un petit peu jouissif aussi, c'est que à un moment donné, ben, on peut dans une pièce prendre la parole et, euh, et sortir et avoir une parole très élaborée, très intelligente, très brillante, alors qu'on ne serait pas forcément en mesure de parler comme ça dans la vie, quoi. Oui, alors ça, oui. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre pour ça, parce que je trouvais pas la parole et que j'avais besoin d'apprendre, mais je trouvais pas ma propre parole. Enfin, j'avais besoin vraiment de la parole des autres. Ah ouais. J'avais besoin de m'enrichir de la parole des autres, des auteurs. Mhm. À titre personnel, toi, est-ce que tu as ton activité onirique, donc les moments où tu fais dodo, quoi, où tu rêves et où Ouais. tu te souviens de tes rêves après, parce que sinon on peut pas parler d'activité si on s'en souvient pas, mais parfois on se souvient des rêves, et c'est cool. Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec ta pratique professionnelle? Est-ce que ça a un petit peu nourri ou interrogé des choses, ou je sais pas, est-ce que ça t'a servi? Oui, c'est sûr, parce que moi, j'ai fait une psychanalyse. Mhm. Et donc, en psychanalyse, c'est quelque chose de très intéressant d'apprendre à rêver, au sens d'apprendre à se souvenir de ses rêves, D'accord. à les écouter, à en parler, à les retranscrire ou pas, et ça ouvre des portes insoupçonnées sur notre façon de percevoir. Est-ce qu'il Euh, t'est déjà donc, arrivé de rêver à une pièce, de rêver d'avoir oh, été souvent, oui. dans un personnage dans le rêve, quoi? Mais bon, on oublie beaucoup ses rêves, quand bien même on les note. Moi, quand je relis Hmm. des carnets de rêves, je me dis: «Mais j'ai rêvé ça un jour? Ah bon?» Enfin, T'as déjà fait des rêves lucides? alors j'ai déjà fait des rêves lucides. Moi, j'ai fait de l'EMDR. Comme toi qui t'intéresses à Ouais, l'hypnose et tout, tu dois ouais, ouais, connaître. bien sûr. Donc j'ai fait quelques séances d'EMDR. En tant Je que sais plus, patiente, pas quoi, pas, beaucoup. t'as pas En tant fait. que D'accord. patiente, ouais. Ouais, Et donc là, c'est vraiment une forme, d'hypnose. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, ouais, avec une personne qui me guidait en face, mais ouais, c'est assez proche. Ben, la dernière fois que j'ai eu une invitée sur ce podcast, justement, c'était quelqu'un qui pratiquait le MDR. Donc, justement, elle nous a un petit peu expliqué comment ça en tant marchait. Et c'est vrai que c'est très proche de l'hypnose comme approche thérapeutique. il me semble que ça a un lien et avec l'hypnose et avec la sophrologie. Là, en ce moment, je lis Mhm. un livre de sophrologie qu'on m'a prêté. Ah ouais, Et voilà, c'est en termes d'induire au cerveau via un état de conscience modifié. Pour changer, enfin, et pour modifier justement des récits qu'on a en nous-mêmes et qui nous empêchent d'avancer. Ouais, d'avancer. Tout ça, c'est lié. Après, je pense que c'est la façon de rentrer dans cet état modifié qui est différente. Euh, Après, je pense qu'il y a autant de formes qu'il y a de praticiens en plus, mais là, il s'agissait vraiment de rêve éveillé, au sens où c'est pas des inductions. C'était des inductions vraiment très imagées, comme dans un rêve. Il s'agissait vraiment de se visualiser ou de visualiser vraiment des personnes qu'on d'accord, connaît, dans des situations avec des images, d'accord.
et d'en induire et puis de laisser venir d'autres. Et comme si on voulait prendre le contrôle d'un Mhm. rêve, c'est à la fois rêver, donc se laisser rêver, laisser advenir des images, des événements, des personnages, D'accord. des sensations, et puis Alors, agir sur ces ouais. sensations, reprendre le contrôle, guider, reprendre une part de Alors c'est marrant conscience. parce que moi je posais la question vraiment, quand je parlais de rêve lucide, je parlais des rêves de quand on dort et qu'on prend conscience qu'on dort, qu'on prend Ah conscience oui, qu'on est en train de rêver, la définition de base. Mais après, ça ah t'a d'accord, évoqué oui. cette expérience avec le MDR Oui, qui est vachement intéressante. Mais oui, je croyais que... Bah après, oui, les rêves lucides dont tu parles, oui, j'en ai déjà fait aussi. Oui, en effet. Pas souvent, mais je trouve que c'est une sensation extrêmement forte. ouais. J'ai déjà aussi rêvé que je pouvais pas rêver ça parce que c'était pas possible. Euh, donc, T'as c'était aussi, rêvé que voilà, tu ne pouvais pas être en train de rêver parce que c'était pas possible. oui, voilà, que je pouvais pas rêver telle chose. Voilà, dans mon rêve, il y avait telle personne qui arrivait, Mhm, mais non, mais elle peut pas être là puisqu'elle est là-bas. mhm, Enfin, là, c'est n'importe quoi ce que tu rêves, lui dis. Enfin, change ton rêve. d'accord. Euh, Change je me ton rêve. souviens de, je me souviens de ça. On dirait une Pour des consigne de choses qui metteur en en scène. plus, Change ton rêve. oui, oui, change d'erreur, comme disait Christophe. Mhm, Ouais, en effet, j'en ai déjà fait, mais pas très souvent. Et par contre, j'ai essayé parce que j'ai lu le livre de Castaneda, L'art de rêver. ouais. Euh, qui propose comme premier exercice pour essayer de prendre le contrôle de ses rêves, c'est-à-dire Ouais. cet état-là, un état de conscience où tu as conscience que tu rêves quand tu rêves. Et pour autant, ça ne t'empêche pas de continuer à rêver, c'est-à-dire de produire des images, des sensations, des rencontres. Ouais. Le premier exercice, c'est de visualiser ses mains. Ah, c'est marrant C'est de ça. regarder Parce que c'est c'est de... paradoxalement, j'ai jamais lu Castaneda. J'en ai souvent entendu parler, mais euh, Bah, il faut que tu lises L'art de quand rêver. j'ai commencé à essayer de faire des expériences oniriques, j'ai commencé par ça, effectivement, par regarder mes mains. Et j'ai trouvé ça très efficace pour rentrer dans un rêve éveillé. Mais je pense que oui, c'est voilà, les mains, c'est quand même c'est saisir, c'est le contrôle, c'est Mhm. agir, c'est prendre, C'est le c'est. mouvement, c'est le corps. Je me souviens de Julien Bénica qui avait raconté lui que pendant un rêve où il était en train de rêver qu'il faisait le mur, enfin il passait par-dessus un muret chez ses Ouais. parents, et en passant par-dessus le muret, il a vu ses mains posées sur le muret, et là il a pris conscience qu'il était en train de rêver. Et surtout la sensation, il racontait que la sensation très très forte qu'il avait eue à ce moment-là, c'était une sorte d'ivresse de liberté, parce Mhm. qu'il s'est dit waouh, je rêve et je peux rêver ce que je veux là. Ah ouais. Qu'est-ce que je rêve du coup? Ah ouais. Les sensations avaient pris une prégnance très très forte, c'est-à-dire il voyait vraiment les petits cailloux du muret, les sensations du muret sous ses mains, sous ses Ouais. jambes, le paysage de la campagne autour. Et, et il s'est dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vole? Est-ce que je... Enfin, et ça a duré très peu de temps parce que il raconte que ça a été tellement, tellement fort Ouais. que ça lui a fait peur et qu'après il est reparti dans le rêve En pilote mode automatique, classique. en mode classique de pilote automatique où bon tu subis Ouais. les sensations et les événements qui arrivent dans le Ouais, c'est rêve. ça la difficulté avec les rêves lucides, c'est que c'est quand même c'est compliqué à faire volontairement. Il y a des méthodes à mettre en place et tout. Et puis, euh, par contre, souvent, il y a beaucoup de gens qui en font accidentellement, sans le vouloir, et c'est des expériences qui sont marquantes, quoi. Et ça nous montre que c'est vraiment intéressant, qu'il y a des choses à découvrir de ce côté-là, quoi. D'ailleurs, sans transition, qu'est-ce que toi tu penses de ce que moi j'appelle l'hypnose fictionnelle et comme je sais que tu as pu en écouter déjà, qu'est-ce que tu penses des expériences oniriques guidées? Mais je pense que c'est super, enfin au sens où on a besoin de fiction, on a besoin de sortir, enfin de réinventer la réalité, et c'est par la fiction qu'on réinvente la réalité. Mhm. Et donc voilà, moi j'en avais écouté une, je me souviens dont j'avais trouvé que la fin était difficile, mais parce que
je me souviens que j'avais voulu la faire, en commençant à l'écouter, j'avais voulu la faire écouter à ma maman. D'accord. Et puis à la fin, je m'étais dit non, peut-être pas en fait, parce que j'avais trouvé, je me souviens plus très bien. C'est comme dans un rêve, mais il me semble qu'il y avait un passage un peu dur. dur. Et en l'écoutant, c'est marrant parce que tu t'es dit, tiens, ça va plaire à telle personne. Ouais, bah, puis j'avais envie. Ma maman était sur un lit d'hôpital. Ouais. Voilà, donc voilà, je cherchais beaucoup de moyens de l'aider. J'avais pensé d'ailleurs à lui faire de l'hypnose, mais c'est quelque chose qu'elle était pas prête à faire, je pense. Et voilà, le fait que ce soit fictionnel, non thérapeutique, pas centré sur un ego, et donc sur un problème personnel. Voilà, je pense que c'est super, et ça peut pour autant vraiment libérer plein de choses dans l'imaginaire des gens, dans la façon de rêver en fait, de reprendre conscience de ses rêves. De toute façon, c'est vraiment un mystère, le cerveau en général, mais voilà, la production de nos rêves, comment fonctionne notre mémoire, notre inconscient, qu'est-ce qu'on range où, et comment les rêves se Qu'est-ce qu'on range produisent. où? C'est une belle question. Et qu'est-ce qu'on range où? Et ouais. Toi, est-ce que tu as déjà vu un hypnothérapeute, par exemple? Non, quand j'avais 20 ans, j'ai pris rendez-vous avec un hypnothérapeute et j'attendais qu'une chose, c'est qu'il m'hypnotise, et puis il n'a pas voulu, je crois. Il m'a regardé, il a répété après moi mon problème, il a dit c'est dur. Hein. Et puis il m'a demandé des sous et puis je suis partie. Donc je pense que j'étais peut-être trop en attente, justement. Voilà, comme si j'avais envie de rien lui dire et qu'il fasse tout le boulot à ma place. D'accord. Je suppose, avec le recul, je suppose que c'est un peu ça. Après, je te dis, j'ai fait de l'EMDR, donc ouais. Que c'est assez lié avec l'hypnothérapie. Après, c'est peut-être pas les mêmes inductions, parce qu'en EMDR, c'est vraiment comme un rêve. Mm-hmm. C'est vraiment toi qui produis les images et les sensations, qui les relate au thérapeute en face, et le thérapeute guide ces sensations, voilà, soit pour plonger plus profondément dans ces sensations, soit au contraire pour les transformer. Voilà, s'il y a un personnage, il va nous guider à rester en lien avec ce personnage, par exemple, ou à lui dire certaines choses. Mais c'est pas que de l'induction. Mm-hmm. C'est pas que l'hypnothérapeute qui induit des choses. C'est vraiment le patient qui relate en temps réel ce à quoi il est en train de rêver, et le rêve s'élabore ensemble en fait avec l'hypnose. Je vais appeler ça un hypnothérapeute, Et dans ces cas-là, le langage qu'utilise le thérapeute, est-ce que les phrases qu'il dit ont un intérêt, j'imagine, particulier dans cette approche? Parce qu'il peut pas parler n'importe comment. Oui, parce que c'est difficile de faire des belles suggestions avec des belles phrases. Oui, je sais pas si c'est des belles suggestions ou des belles phrases, mais c'est des choses très simples. Vous voyez ça, approchez-vous de ça. Vous voyez ça, approchez-vous. Et vous voyez une porte, ouvrez-la, la porte. Enfin, voilà, très simple, mais justement, faire simple, c'est parfois difficile de faire simple, justement. De pouvoir trouver les mots que tout le monde va comprendre, que tout le monde va pouvoir s'approprier, des mots qui soient pas trop complexes ou pas trop chargés symboliquement. C'est... Après, je pense que ce qui est, c'est qu'ils ont une formation, je pense que ça s'apprend. Et 2, c'est d'être vraiment en lien avec une personne. Et donc, ça, c'est en lien, c'est-à-dire c'est vraiment de l'impératif. Faites-le, dites-lui. C'est pas vous le faites. Il y a pas de. C'est pas pour rien. C'est vraiment destiné à la personne. Ça fait partie de ce qu'on appelle les thérapies brèves. C'est qu'à un moment donné, quand tu fais de l'EMDR, c'est pour faut avancer, quoi.
Oui, et puis c'est vraiment en lien avec la personne. Voilà, Mm. si la personne, je sais, j'ai pas d'exemple en tête là, mais si la personne dit qu'elle est en Mhm. train de rêver, elle voit un chat et comment Mm. il est ce chat. Enfin, donc c'est vraiment en lien. L'hypnothérapeute il a rien Mhm. préparé à l'avance. Ouais, il a pas préparé ses phrases à l'avance et c'est vraiment Ouais. il guide. Il y Il va, guide la il y personne, va il un guide petit une peu lui personne aussi, au quoi. présent. Avec sa conscience, il guide, Mm. il accompagne dans Ouais, et puis voilà, il guide la personne dans au ce monde présent. fictionnel. Soit il pose beaucoup de questions pour essayer de voilà, de développer Ouais, ce monde fictionnel, mais voilà, il pose juste des questions et c'est quelle couleur et est-ce que c'est chaud, c'est froid et comment est cette personne? ouais. Est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Ah oui, qu'est-ce qu'elle vous dit? Faites-lui répéter. Eh ben, Enfin, voilà. Et vous, est-ce que on vous avez sent que quelque cette chose à lui expérience t'a dire? intrigué, en tout cas. Ouais, c'était fort. Après, moi, j'ai une amie qui voyait la même personne et qui me disait, moi, je fais des bonds sur le canapé. Ah ouais? Ouais, elle disait que ça la mettait dans des états fous, quoi. Vraiment, elle sautait sur le divan. Enfin, bon, moi, non, moi, ça m'a fait pleurer beaucoup, mais moi, Ah ouais, voilà, c'est une émotion que je ressens souvent. Enfin, c'est une défense que j'ai beaucoup de pleurer. bien sûr. C'est une façon d'évacuer des choses, voilà, Comme, que j'ai beaucoup. comme le fou rire, parce que tu évoquais une anecdote de fou rire sur Mm, un plateau aussi. C'est vrai que c'est des, il y a des émotions qui ne passent que par des choses un peu extrêmes comme le rire ou les larmes, quoi. mm, mm. Donc moi, j'ai jamais, voilà, je me suis jamais mise à sauter sur le divan, mais quand elle me racontait ça, j'étais vraiment Mm. extrêmement curieuse que ça puisse avoir un tel effet sur le Mhm. corps. Voilà, que ça puisse induire des réactions physiques si fortes. Ok. Euh, mais oui, ça m'a intriguée. Après, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai dû faire. Mais en Mhm. effet, c'était impressionnant et intriguant et très intéressant. Dis-moi, j'ai une question un petit peu plus de société, on va dire. C'est vrai que les choses bougent un petit peu en ce moment au niveau du féminisme, de l'égalité homme-femme, des violences faites aux femmes. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. J'ai l'impression que les lignes bougent un petit peu. Quel regard tu portes là-dessus en tant que comédienne et notamment aussi par rapport à ton métier? Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve dans ce métier aussi de comédien? Bah oui, c'est sûr, j'ai pas les chiffres en tête, mais le nombre de femmes à la tête des structures théâtrales, voilà, est bien inférieur à celui des hommes. Le nombre de femmes auteurs aussi, le nombre de femmes metteurs en scène, enfin voilà, le nombre de femmes qui. Ouais, tu parlais de Marion Aubert tout à l'heure. Est-ce que c'est Oui, justement... c'est une femme qui milite. Donc il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement HF, voilà, qui milite pour la parité entre les hommes et les femmes dans le milieu du spectacle Ouais. vivant. Et voilà, qui diffuse ces chiffres, bon, que moi j'ai pas retenu, mais voilà, c'est vraiment dérisoire le nombre de femmes à la tête des Toi, théâtres, par tu exemple. soutiens ce mouvement aussi? Bah, tout à Ouais. fait, bien sûr, ouais. Bien Mais je sûr. pensais aussi au rôle. Dans la fiction, Dans les textes de théâtre, il y a quand même plus de rôles intéressants psychologiquement, plus profonds, qui c'est le plus souvent des rôles d'hommes. oui, et bah, en même temps, moi j'ai joué Viola dans La Nuit des Rois de Shakespeare, qui est quand même pas un texte récent. Ouais. Et voilà, c'est un rôle magnifique, c'est un rôle très intéressant. Bon, mais il se trouve que c'est l'histoire d'une femme qui se fait passer pour un homme Ouais. pour pouvoir, voilà, pour pouvoir parvenir à ses fins et même survivre au tout départ, puisque c'est une rescapée d'un naufrage, quoi. Oui, en le disant, je me disais que Mais c'était peut-être une bêtise que j'étais en train de dire aussi. C'est vrai il y a des tas de rôles féminins qui sont fantastiques. oui, mais je pense que tu as raison aussi. Il y a quand même, oui, en effet, il y a plus de rôles titres masculins, plus de premiers rôles masculins. Mm. En effet, et puis moi je travaille avec une compagnie, voilà, qui est dirigée par un metteur en scène. Mais bon, quoique, on a eu aussi une metteur en scène pendant plusieurs années qui a, voilà, qui a fait
des spectacles avec des rôles féminins magnifiques. Mais... Est-ce que de l'intérieur, tu pourrais dire que c'est un petit peu en train de changer? Est-ce que peut-être qu'il y a plus d'auteurs, avec un E à la fin, qu'avant? Oui, je pense. Auteur-autrice, alors maintenant elles disent autrice. Oui, je Autrice, il faut pense que dire c'est en train de... autrice? Alors oui, moi j'ai encore du mal. C'est dommage parce qu'à l'oral, du coup, ça faisait pareil, donc on s'emmerdait Ouais, pas. mais elles disent autrice. Ok. Et donc oui, je pense que c'est en train de changer et c'est une bonne chose et il faut que ça change encore. Mhm. Je sais pas si tu connais ce test aussi, comment s'appelle-t-il? Dans une fiction, regarde s'il y a plus d'un personnage féminin. Le test Regarde, de Bechtel. Bechtel. ah, c'est Ouais, ça, ouais. ouais. Voilà, qui est Il assez y a des films qui passent le significatif. test et il y a des films qui passent pas le test. Si t'as pas deux Et, nanas qui et des parlent pendant romans plus d'une minute d'autre entre chose que elles, de d'autre l'homme, chose qu'un homme, à ce moment-là, ça que d'un passe le homme, ouais. test. Et il y a plein de films Mm. qui passent pas le test, ouais, effectivement. Mais ça a tendance à changer quand même, ça. On a de plus en plus aussi dans le cinéma des premiers rôles féminins, des héroïnes féminines, ou des films carrément féministes, quoi, qui font avancer les choses, mais qui sont destinés à un grand public. Et bon, bah, ça, c'est quand même c'est positif. Tout à fait. Mais c'est pas fini. Je pense qu'il faut continuer à bosser. Bien sûr. Dernière question. C'est la question un petit peu culture. Moi, j'appelle ça la question de la dernière claque. Ah oui, la dernière Ludivine, claque. est-ce que cette année, on va dire aller sur l'année qui vient de s'écouler, il y a un livre, un film, une BD ou peut-être un jeu vidéo, ou peut-être encore autre chose, quelque chose qui t'a mis une claque, voilà, qui a été vraiment un petit choc pour toi, culturellement. Alors là, tout de suite, ce qui me vient, c'est un livre que je viens de lire, mais je me souviens pas de l'auteur. Un livre qui s'appelle Room, Ouais. euh, Un roman? qui est traduit, ouais, un roman qui est traduit en français, Ouais. mais je me souviens plus de l'auteur. Est-ce que c'est Et pas un que je livre viens qui a de lire été et qui, adapté au cinéma dans un film? je pense pas. J'en sais rien, mais Est-ce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui naît et qui grandit en captivité avec sa mère? ouais, c'est ça. Ah Ouais, ouais, c'est ça. ah, le film il est magnifique, il est incroyable ce film. Moi Ah j'ai pas ouais, lu le j'ai pas roman, vu. j'ai vu le film. Moi, j'ai lu le roman et je l'ai dévoré et voilà, j'ai pleuré plusieurs Ah fois ouais, en lisant le roman et il est vraiment, vraiment fort, quoi. ah ouais, puis Vraiment sur fort. le Très efficace. puis c'est Mm. vraiment ça fait réfléchir à plein de choses, à l'éducation, au langage, à l'extérieur, à l'intérieur. En plus, t'as lu ça pendant le confinement? Je l'ai lu juste après, non, Ouais. après, parce que je l'ai lu vraiment très Du récemment. coup, C'est c'est une un amie qui me l'a rapport aussi prêté. avec le confinement, l'enfermement. Complètement, ouais. Complètement. Voilà, puis la relation mère-enfant, voilà. Mm. Donc ça m'a beaucoup plu. Je viens de lire aussi une BD de Liv Strömquist, vu qu'on parlait de Ouais, féminisme, qui s'appelle La rose la plus rouge s'épanouit, ouais. qui est super, qui a un ton, je pense qu'il pourrait te plaire. Voilà. C'est un ton très sympathique, très Mhm. proche du lecteur. Voilà, c'est bon enfant, drôle et qui bouscule un peu des idées reçues. Yes. Voilà, sur les relations hommes-femmes, sur les femmes, sur l'amour. Yes. Et puis sinon, j'ai lu un roman de Ken Casey qui s'appelle Et quelquefois j'ai comme une grande idée. Ouais. C'est un très 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 beau roman, ouais. Très fort et par l'histoire qu'il raconte et surtout par le style. C'est un auteur Euh, anglais, américain C'est un auteur américain, c'est l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou. D'accord. Ouais, c'est un auteur qui met en scène des personnages très différents et qui change complètement de style d'écriture en fonction du personnage Ah ouais. qu'il est en train de mettre en récit, en fait. Ah ouais, il y en a un qui Et fait ça, il y c'est a un très auteur fort. français qui s'appelle Alain Damasio qui fait ça vraiment avec beaucoup de réussite et il a carrément un langage propre à chaque personnage et c'est assez prodigieux. Je sais pas si tu as déjà lu La Horde du Contrevent. Ah non, j'ai pas lu ça.
Et il n'a pas écrit beaucoup de livres, mais il met des années à faire un livre à chaque fois. Donc, il n'en a pas écrit beaucoup, mais à chaque fois, ça a été un moment fort d'édition, quoi. En tout cas, La Horde du Contrevent, c'est un ouvrage particulièrement réussi, quoi. Je connais pas Damasio, j'ai lu son texte, ou son interview, je sais plus, il parle du carnaval, il rêve d'un grand carnaval à la sortie du confinement. Mais non, sinon j'ai pas lu ses livres. Mais oui, moi je suis très sensible à ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup, un de mes livres préférés, très fort, c'est Le bruit et la fureur de Faulkner, qui est en 3 parties, et 3 parties extrêmement différentes parce que racontées par trois narrateurs qui sont des personnages de l'histoire différents, et donc qui donnent justement des points de vue complètement opposés de la même histoire familiale. Ah ouais. C'est un livre extrêmement fort. Yes, eh bien, merci beaucoup Ludivine. Je crois que, bon, si vous êtes dans la région de Montpellier, et surtout s'il y a une pièce de Machine Théâtre qui se joue, allez voir ce que font cette compagnie théâtrale. Vraiment, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps pour discuter de tout ça. C'est des sujets qui sont vraiment passionnants et on pourrait y passer des heures largement. En effet, merci à toi. Merci à toi, ouais. Je pense qu'il y a encore plein de choses à explorer et que tu as plein de podcasts à faire avec plein de gens différents pour explorer ces mêmes questions que sont la mémoire, le cerveau, la fiction et la réalité. Voilà. C'est super. Parce que c'est un bel avenir. Ok. Merci beaucoup. De rien, et à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode, ce voyage au pays du théâtre et des capacités psychiques, en compagnie d'une comédienne professionnelle aguerrie et inspirante. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le principe de ce type d'épisode est d'inviter des gens qui, moi, m'impressionnent. J'appelle ça les interviews impressionnantes, et pour que ça continue, j'ai besoin que vous me donniez 5 étoiles dans Spotify, Deezer ou Apple Podcast, ou que vous le partagiez sur les réseaux sociaux par exemple. N'oubliez pas que soutenir les gens qu'on aime, c'est très bon pour le moral. À bientôt, à la prochaine. Portez-vous bien mes onironautes.